Puis maintenant, j'aurai le plaisir de vous présenter Hugo Larochelle, qui est chercheur et responsable de l'équipe Google Brain à Montréal. Il est aussi professeur aux universités de Montréal et de Sherbrooke. Ça, on en est très fiers, puisque ça illustre qu'on collabore, nous tous, ensemble. Il en est l'incarnation. De 2009 à 2011, il a été chercheur postdoctoral dans le groupe d'apprentissage automatique de Jeff Hinton à l'Université de Toronto. Et puis, sous la direction il a obtenu son doctorat à l'Université de Montréal, sous la direction du professeur Yoshua Bengio. Alors, il a fait ses classes, probablement, on pourrait dire, parmi les plus grands. Il a reçu 2 Google Faculty Awards. Il est éditeur associé pour la revue scientifique IEEE Transactions and Pattern Analysis and Machine Intelligence. Il est membre du comité éditorial du Journal Artificial Intelligence Research et c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Merci d'être ici en grand nombre si tôt. Premièrement, je veux remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je suis vraiment honoré qu'on m'ait demandé de présenter aujourd'hui. Je me suis posé un peu la question de quoi je devrais parler. En fait, je suis plutôt habitué de faire des présentations plus techniques, mais je comprends ici qu'on a des gens de tous les domaines de la société. Et donc, j'ai fait un gros effort pour mettre d'équation. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux contribuer, moi? Parce qu'effectivement, dans ce dialogue sur la place de l'intelligence artificielle dans notre société, moi, qu'est-ce que je peux contribuer, je pense? C'est probablement vous informer sur la science elle-même, sur où on en est, qu'est-ce qu'on fait actuellement en recherche, en ce qui a trait à l'utilisation de cette technologie-là par les gens. Puis je pense que ce que je peux aussi faire, c'est vous donner un peu une idée de comment notre domaine a évolué autant dans les 10 dernières années, pour vous donner une idée de comment cette communauté-là a grandi récemment. Et avec quelle culture on est en arrivé à aujourd'hui, on a des applications d'intelligence artificielle partout dans notre société. Donc, c'est un peu ce que je pensais faire aujourd'hui. Donc, je veux vous donner un peu l'aperçu de pourquoi aujourd'hui on parle autant d'intelligence artificielle, pourquoi aujourd'hui on voit qu'une intelligence artificielle est aussi performante, puis n'a jamais été aussi facile d'utilisation. Et à cause de ça, je pense que c'est important que les chercheurs, on se pose des questions sur quels sont les potentiels modes de défaillance. Que ce soit en ce qui a trait à des considérations de vie privée, où on veut peut-être s'assurer que les données restent privées dans certaines applications plus sensibles, que nos systèmes soient interprétables, donc que ce soit possible d'avoir pas juste la sortie d'un système d'intelligence artificielle, mais qui soit aussi en mesure d'expliquer la raison pour laquelle il a pris cette décision-là ou produit cette sortie-là. Question d'équité aussi, s'assurer que tous les utilisateurs, peu importe leur sexe, leur race, soient servis de la même façon, peu importe la communauté à laquelle ils appartiennent. Puis que ce soit des systèmes qui soient robustes, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les manipuler ou les duper. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de recherches déjà sur ces aspects-là. Puis en fait, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une intuition derrière certains de ces travaux-là, comment ça fonctionne, puis c'est quoi les idées qui sont implémentées derrière. Et donc, j'espère vous donner un peu une idée là, de qu'est-ce qui est faisable en ce qui a trait à ces 4 propriétés-là qu'on doit parfois garder en tête lorsqu'on déploie des intelligences artificielles. Je vous rassure aussi que la plupart des applications actuelles qu'on voit d'intelligence artificielle ne sont pas nécessairement susceptibles d'être victimes de ces problèmes-là. Mais c'est parce qu'on peut les appliquer à de plus en plus d'applications, parce qu'on veut faire ça à cause de l'impact positif que pourraient avoir ces technologies-là, qu'on veut s'assurer qu'on aura des solutions pour s'attaquer à ces problématiques-là. Mais donc, je vais commencer très rapidement avec mettre la table sur pourquoi on est ici aujourd'hui, pourquoi on parle autant d'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, comme plusieurs d'entre vous le savez probablement, c'est les technologies qui permettent aux machines, aux ordinateurs, d'être intelligents. Et ce dont on parle particulièrement depuis les 10 dernières années, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond.
l'apprentissage profond, en fait, ce que ça vise à faire, c'est plutôt rendre les machines capables d'apprendre et de façon relativement inspirée du fonctionnement du cerveau. Parce que l'observation qu'on a fait en intelligence artificielle, c'est qu'en fait, c'est plus facile de donner l'aptitude à un ordinateur d'apprendre à devenir intelligent que de le programmer à être intelligent aussitôt qu'il commence à résoudre un problème. Derrière l'apprentissage profond, il y a les réseaux de neurones artificiels. Donc, j'ai remplacé mes équations par des petites animations un peu cartoonish. J'espère que ça vous donnera une intuition un peu. Donc, derrière les réseaux de neurones artificiels, donc, ils sont inspirés vaguement des vrais réseaux de neurones, c'est-à-dire notre cerveau. Donc, il y a une notion d'un neurone artificiel inspiré d'un neurone biologique. Donc, un peu comme on a des neurones qui vont capter la lumière qui frappe notre rétine lorsqu'on voit, par exemple, si on observait ce caractère 2-là ici. Dans un système de reconnaissance de caractère automatisé, on aurait des neurones artificiels qui seraient capables de mesurer la valeur des pixels, donc l'intensité de chacun des pixels dans cette image-là ici. Puis un peu comme dans notre cerveau, on a différentes régions qui accomplissent différentes fonctions. Dans un réseau de neurones artificiels, on va avoir ce qu'on appelle des couches, où les neurones dans une couche accomplissent une certaine fonction, où chacun des neurones fait quelque chose de similaire mais différent, puis ensemble accomplissent une fonction intéressante. Puis un peu comme dans notre, par exemple, système visuel, l'information que l'on capte via notre rétine passe à travers différentes régions de notre cerveau jusqu'à ce qu'elle arrive à une région qui comprend des concepts abstraits. Dans un réseau de neurones artificiels profond, on va avoir une série de couches de neurones artificiels. Jusqu'à ce qu'on arrive à une couche, on a des neurones qui sont sensibles à des informations sémantiques. Par exemple, on va avoir un neurone qui est actif lorsque, dans l'image qu'on lui présente au réseau de neurones, on voit un 2, ou un 3, ou un 4, peu importe, selon l'application. Et les réseaux de neurones artificiels, en fait, de la recherche sur les réseaux de neurones artificiels, il y en a depuis vraiment longtemps, au moins 50 années. Mais c'est seulement récemment, il y a à peu près 10 ans, où il y a eu un soudain regain d'intérêt derrière ces méthodes-là. En fait, je dirais que quand moi, j'ai commencé mon doctorat, les réseaux de neurones artificiels n'étaient pas populaires du tout. Le genre de retour qu'on avait lorsqu'on tentait de publier des articles au tout début, je pense que mon premier article avec Yoshua, on a eu quelque chose comme ça. On nous disait que l'idée est intéressante, mais ça utilise un réseau de neurones artificiels, donc non, pas approuvé. Ça, c'était il y a 10 ans. Mais maintenant, on parle de réseaux de neurones artificiels abondamment, même dans notre communauté scientifique. C'est un sujet de recherche qui est très, très populaire. Et puis, par exemple, Yoshua, en 2016, qui a écrit cet article, où on parle de la ressurgence de ces idées-là qu'on appelle maintenant apprentissage profond. Donc, moi, ce que je pensais faire, c'est commencer par juste vous donner un petit aperçu des 10 dernières années, comme je les ai vécues en tant qu'étudiant au doctorat au départ, puis maintenant ensuite comme professeur à l'Université de Sherbrooke, puis maintenant comme chercheur à Google. Pour vous donner une idée de comment notre communauté a évolué. Le déclin, souvent je l'associe à cet article de Geoffrey Hinton de l'Université de Toronto, qui est un article qui apportait des nouvelles idées sur comment entraîner avec succès des réseaux de neurones profonds. Et ce qui est intéressant ici, c'est en fait les idées derrière cet article-là, ils ne sont plus très utilisés. Mais ça a été un déclin, une étincelle dans la communauté scientifique pour amener un regain d'intérêt vers les réseaux de neurones profonds. Et puis, je me rappelle très bien à ce moment-là comment Yoshua passait beaucoup de temps à nous expliquer les idées derrière pour qu'on les comprenne et qu'on puisse bâtir sur ces idées-là. Donc, c'est un moment très excitant. Mais je trouve qu'en même temps, c'est intéressant de voir que c'est des progrès fondamentaux qui maintenant sont plus tant utilisés, mais qui ont amené au prochain progrès fondamental qui ne bâtit pas exactement sur ces idées-là, mais qui ont quand même mené indirectement à des progrès. Donc, je trouve que c'est un gage de l'importance d'investir en recherche fondamentale. Et donc, pendant plusieurs années, ça, c'était au tout début de mon doctorat, donc on s'est mis à bâtir sur ces idées-là, puis faire nos propres contributions qui ont aussi eu de l'impact. Il y a eu un regain d'intérêt vraiment dans notre communauté scientifique, entre autres en 2007, à la conférence Neural Information Processing Systems, qui est la plus grande conférence en apprentissage automatique, qui a eu lieu, en fait, ici au Palais des Congrès, 2 fois déjà. On a essayé, moi, Yoshua et d'autres chercheurs, de proposer de faire un atelier dédié à ce sujet-là. Et encore une fois, pour vous donner une idée de à quel point ces idées-là étaient encore pas très populaires au-delà de notre petit groupe de gens qui faisaient les réseaux de neurones artificiels, la suggestion de faire un atelier a été rejetée, en fait.
Mais Geoffrey Hinton, qui était impliqué dans l'organisation, ne voulait rien savoir. Il a trouvé du financement. On a réussi à organiser l'atelier entre la fin de la conférence puis les autres ateliers normaux. Ça a été super populaire. Il y a eu plein de gens, en fait, qui ont démontré leur intérêt quand même puis leur optimisme par rapport à ces méthodes-là. Et donc, il y a eu plusieurs itérations derrière des idées fondamentales. Mais je dirais qu'une des choses qui est arrivée, parmi 3 que je vais mentionner, qui ont vraiment changé notre domaine, c'est premièrement, on s'est mis à utiliser des ressources de calcul vraiment plus importantes. Spécifiquement des cartes graphiques, le même genre de cartes graphiques qu'on utilise dans notre ordinateur pour animer des animations dans des jeux vidéo. Et ça, en fait, ça a permis d'itérer beaucoup plus rapidement sur nos idées de recherche, puis ça a aussi permis d'appliquer les réseaux de neurones artificiels à des grandes quantités de données. Et ça a amené à un des premières grandes avancées en apprentissage profond sur la reconnaissance de la parole. Le même genre de reconnaissance de la parole qui est utilisé maintenant dans nos téléphones ou un Google Home, par exemple. Et le même genre d'idée que j'ai décrit jusqu'à maintenant, donc avec des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches. Et ça a été une première avancée qui a vraiment attiré l'attention de l'industrie. Une deuxième chose qui est arrivée dans notre domaine, c'est qu'on s'est mis à produire des librairies qui étaient gratuites, à source ouverte, et qui étaient très faciles d'utilisation, puis qui rendaient le développement de systèmes d'apprentissage profond beaucoup plus facile. Un des systèmes, c'est Theano, qui a été développé dans le groupe de Yoshua Bengio à Montréal. C'est une des inspirations derrière la librairie TensorFlow, qui est la librairie de Google, qui est aussi gratuite maintenant, qui est une des plus populaires. Mais ça a permis aux gens de construire des systèmes à base d'apprentissage profond qui ressemblaient plus à un processus où on prenait des blocs Lego et on les mettait ensemble pour bâtir ces systèmes-là. Donc, ça a vraiment facilité les itérations en recherche vers des progrès scientifiques en apprentissage profond. Et un peu après, je pense qu'on est en 2012, il y a une autre percée scientifique où on a appliqué le même genre d'idée d'apprentissage profond, mais cette fois en reconnaissance des objets. Ou plutôt que de fournir une petite image d'un caractère avec un encre blanc sur un arrière-plan noir, on avait des images beaucoup plus complexes et naturelles qu'on était en mesure de traiter puis d'identifier les objets présents. Et à ce moment-là, en fait, donc ces 2 dernières percées, en reconnaissance de la parole puis en reconnaissance d'objets, sont dues en grande partie par Geoffrey Hinton, où ces percées-là ont été en partie développées dans son groupe. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'après cette percée-là, que Geoff Hinton est passé avec une position à Google. Et donc là, l'intérêt de l'industrie a soudainement augmenté grandement. En 2013, moi, Yoshua et d'autres collaborateurs, on a décidé de faire un autre atelier sur l'apprentissage profond. Cette fois-ci, on était chanceux, il a été accepté. Donc, à ce moment-là, c'était un sujet qui était effectivement populaire à travers notre domaine. Et on a eu une surprise un peu avant l'organisation de la conférence. On reçoit un message de Facebook qui nous dit que Mark Zuckerberg veut participer à l'atelier. Maintenant, ça semble peut-être pas surprenant, mais dans le temps, avoir quelqu'un comme le CEO d'une grande compagnie comme Facebook nous approcher pour dire qu'il veut participer à un atelier scientifique dans ce qui est autrement une petite conférence, c'est comme organiser une fête d'amis chez soi et puis soudainement, Mark Zuckerberg arrive. C'était absolument surprenant, ça a attiré beaucoup l'attention des gens. Et puis c'est en fait à ce moment-là aussi que Facebook a annoncé la création du Facebook AI Research, qui a maintenant un groupe à Montréal qui est dirigé par Joël Pinault. C'est aussi à notre atelier qu'une petite compagnie à ce moment-là, qui s'appelait DeepMind, a présenté ses premiers résultats sur une intelligence artificielle qui est en mesure de jouer au jeu Atari au niveau de joueurs humains. Et pas longtemps après, DeepMind a été acheté par Google. Et je devrais mentionner que maintenant à Montréal, il y a un groupe qui est dirigé par Donna Prekop de DeepMind aussi. Aussi, en 2013, Yoshua et Yann Lequin ont créé une nouvelle conférence qui est la International Conference on Learning Representations. Et je le mentionne parce que c'était une idée très différente sur comment organiser les conférences. Et puis, ça met l'emphase sur une troisième façon où notre domaine a vraiment changé, à savoir qu'on s'est mis à partager l'information sur nos travaux de recherche très rapidement, de façon très ouverte, très publique. Cette conférence-là avait la particularité que les gens devaient soumettre leurs travaux pour relecture par des experts
non pas en privé, fait derrière des murs sans que les gens sachent comment sont lus et critiqués ces articles, mais entièrement publiquement, où les gens mettaient leurs travaux sur un site qu'on appelle archive.org. Ou encore maintenant, au-delà de cette conférence-là, les gens régulièrement mettent leurs articles sur cette plateforme-là entièrement ouverte que les gens peuvent consulter. En fait, maintenant, à tous les jours, moi, je reçois un courriel qui me dit quels sont les articles qui viennent d'apparaître sur Archive. Et puis, en fait, à tous les jours, c'est un moment un peu stressant où ça se peut que quelqu'un ait eu la même idée que moi, mais l'ait exécuté avant moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit constamment actuellement dans notre domaine, où les progrès sont vraiment rapides. Mais justement, l'intérêt, c'est de dire que maintenant, on peut itérer sur les résultats d'un autre laboratoire de recherche qui n'est pas le nôtre beaucoup plus rapidement. Et on a effectivement observé une accélération de la recherche, je pense, en partie grâce à ça. Donc, par exemple, l'année suivante, on a une autre percée, cette fois-ci en traduction automatique, où on a utilisé des idées similaires à celles derrière la reconnaissance de la parole, derrière la reconnaissance d'objets, mais appliquées à la traduction automatique. Et cette percée-là, en fait, elle vient en grande partie de l'Université de Montréal, du groupe de Yoshua Bengio. Donc, des systèmes qui sont en mesure de prendre une phrase en entrée dans une langue, comme le français, puis de produire la traduction en anglais. La même année, avec des idées relativement similaires, un autre système a été publié par 3 groupes différents en même temps sur comment prendre une image et produire non pas simplement une classification, est-ce que ça contient un chat ou pas, mais carrément une description de ce qui se passe dans l'image. Ça, c'est dans la même année. Et ça, je pense, c'est dû en fait à cette combinaison des 3 facteurs que j'ai mentionnés, à savoir que maintenant, on a beaucoup plus de ressources de calcul. On est bien meilleur à utiliser ces ressources de calcul augmentées. On a de très bonnes librairies qui font que l'utilisation de l'apprentissage profond est beaucoup plus facile. Et on partage l'information très rapidement sur nos percées scientifiques, de façon publique, utilisable par tous. Et puis ensuite, les années suivantes, on a commencé à avoir des utilisations d'intelligence artificielle, non pas pour analyser du contenu, mais pour en créer. Il y a ces développements-là où on a développé un système dans la communauté où on pouvait prendre une image et puis appliquer le style d'un tableau que vous voyez juste ici. Où là, ici, on a finalement cette photo qui a été transformée dans le style de ce tableau de peinture-là ici. Et en fait, du contenu entièrement original et maintenant, il y a beaucoup de recherches vers créer des images à partir de rien pour créer du contenu qui est totalement imaginé. Création également de la voix, donc générer le signal sonore d'une personne qui parle. Et ça, d'ailleurs, cette technologie-là, développée par DeepMind, elle est maintenant utilisée dans le Google Assistant. Donc, vraiment beaucoup d'applications de plus en plus créatives, qui, je trouve, est une application vraiment intéressante de l'intelligence artificielle, mais qui peut être utile pour les gens dans la mesure où c'est un processus créatif. Donc, ça implique finalement les personnes qui peuvent utiliser ces techniques-là pour créer quelque chose de nouveau, d'original. Et puis finalement, en 2016, un des points marquants a aussi été le système AlphaGo développé par DeepMind, qui a battu le meilleur joueur de Go au monde. Et donc, on a eu toute cette progression-là, à peu près 10 ans. Et pour moi, 3 des grands facteurs qui ont eu un impact sur cette progression-là, comme je l'ai mentionné, puis je le rappelle parce que je trouve que c'est important, c'est qu'on s'est mis à utiliser beaucoup plus de ressources de calcul. On s'est mis à développer de très bonnes librairies gratuites en source libre que tout le monde peut utiliser pour rendre beaucoup plus facile le développement de systèmes d'intelligence artificielle. Et on s'est mis à partager l'information beaucoup plus rapidement entre chercheurs, débattre cette information-là, ces résultats-là sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence à voir plusieurs compagnies s'aligner en fonction de ces 3 éléments de cette recette-là. Je prends l'exemple de Google, mais on pourrait arriver avec les mêmes exemples dans d'autres compagnies. Donc, à Google, par exemple, évidemment, on a beaucoup de ressources de calcul. Et en fait, maintenant, ces ressources-là, les gens peuvent les utiliser grâce à notre service de Google Cloud, le Cloud Machine Learning Engine. On a développé à Google notre librairie gratuite en source libre pour faire de l'apprentissage profond, qu'on appelle TensorFlow, qui est une des plus populaires, puis qui est en grande partie inspirée par Theano, en fait. Et ça, j'insiste sur le fait que c'est une librairie que n'importe qui peut utiliser maintenant, ce qui rend encore une fois le développement d'intelligence artificielle par d'autres groupes que ceux comme Google beaucoup plus facile. Et des groupes comme celui auquel j'appartiens, Google Brain, publient ses travaux de recherche très régulièrement, avec du code en source libre également, ce qui fait que d'autres groupes peuvent bâtir sur ces travaux-là et itérer. Et ça, c'est utilisable par tous. Et donc ça amène, je pense, à
aujourd'hui où l'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage profond est utilisable par les gens beaucoup plus facilement. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celui de Makoto, que vous voyez ici, qui est avec ses 2 parents. Donc, ses parents ont une ferme de légumes. Et Makoto, qui n'a pas de formation en intelligence artificielle, mais qui est un ingénieur, a développé pour ses parents un système pour classifier les légumes en fonction de leur forme. C'était quelque chose que ses parents devaient faire régulièrement pour classer leurs légumes qu'ils cultivent sur leur ferme. Et donc, même si j'aime cet exemple-là parce que je pense que l'agriculture n'est peut-être pas la première application qui vient en tête lorsqu'on parle d'appliquer l'intelligence artificielle. Et donc, ça donne un exemple de créativité que peut permettre l'intelligence artificielle. Puis en plus de ça, Makoto n'avait pas nécessairement une formation poussée en apprentissage profond, mais avec les outils de maintenant, il était en mesure, en fait, de développer ses propres systèmes pour ses propres besoins. Et ça, je pense qu'on va en voir de plus en plus. C'est ça qui est excitant avec ce qui se passe actuellement en intelligence artificielle. Et avant que je parle des 4 considérations initiales qui sont importantes lorsqu'on a des produits ou des systèmes pour les utilisateurs, je veux mentionner qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Clairement, l'intelligence artificielle n'est pas entièrement résolue. Dans les choses qui, je pense, qui moi m'intéressent beaucoup, puis je pense pourraient augmenter l'impact et aussi l'utilisation par tous, une certaine démocratisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui pourrait vraiment être intéressante, c'est de permettre à ces systèmes d'apprentissage profond de nécessiter beaucoup moins de données que c'est le cas actuellement. Donc, ces développements-là en reconnaissance d'objets, reconnaissance de la parole, en traduction automatique, ça a nécessité des grandes bases de données d'exemples sur lesquels ces systèmes-là sont entraînés à bien performer par essai et erreur. Mais pour une application, on n'a pas beaucoup de données. Là, c'est beaucoup plus difficile. Pourtant, nous, en tant qu'êtres humains, notre aptitude, notre intelligence nous permet souvent de généraliser puis de comprendre un concept assez rapidement avec très peu de données, avec très peu d'expérience. Je vais essayer de vous illustrer un exemple de ça. Donc, je vous montre ici mes 4 filles, une photo de chacune de mes filles, Mélie, Evelyne, Marie-Lou et Madeleine. Et je vous montre maintenant une autre photo d'une de mes 4 filles. Je pense que si je vous demande, en fait, on peut le faire, c'est pourquoi pas. Je l'ai déjà fait, ça a marché, donc si je le refais une autre fois, ça devrait fonctionner encore. Mais je pense que si je vous demande laquelle de mes filles vous voyez dans la photo à droite, les chances sont que vous allez avoir la bonne réponse. Donc, est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est, disons, Evelyne? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est Marie-Lou? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est Mélie? Mélie. Donc, l'exemple ici, effectivement, c'est Mélie. À partir d'un seul exemple, une seule image de ma fille, vous avez réussi à la reconnaître dans une autre image, dans une autre de mes photos. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien pour plein d'objets, des gens, et ainsi de suite. Maintenant, un système d'intelligence artificielle basé sur l'apprentissage profond, apprendre des nouveaux concepts, ça peut nécessiter la collection de centaines, voire de centaines, de milliers d'exemples pour avoir un système qui aurait la même performance, la même précision que nous. Et moi, mes filles, je les aime beaucoup. On en prend beaucoup des photos de mes filles, mais je ne pense pas que j'en ai pris 1000 de chacune encore. En fait, on en prend de moins en moins, c'est mon expérience. Donc, Mélie, il y en a beaucoup, Madeleine, il y en a un peu moins. Donc, je les aime tous également, mais c'est comme ça que c'est. Et donc ça, je pense que c'est un défi auquel on doit s'attarder, puis un défi qui m'intéresse beaucoup. Avoir des systèmes qui vont être en mesure de bâtir sur d'autres connaissances qu'on a, qui sont différentes, pour apprendre plus rapidement de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est un peu là où la recherche se trouve, puis un des sujets qui m'intéresse. Mais maintenant, pour le reste de ma présentation, ce que je veux faire, c'est vous présenter des travaux de recherche qui ne sont pas, pour la plupart, les miens, mais qui s'intéressent à des aspects liés à la vie privée, à la robustesse de nos systèmes, et ainsi de suite. Mais pour faire ça, je veux vous donner un peu plus d'intuition sur comment on entraîne des réseaux de neurones artificiels. Mais vu que je ne peux pas vous montrer d'équation, je vais essayer de vous montrer une animation à la place. En fait, ce que je vais utiliser, c'est un site qui est le Playground de TensorFlow. Si vous voulez aller l'utiliser, playground.tensorflow.org, vous pouvez aller vous amuser à entraîner vous-même un réseau de neurones artificiels. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un réseau de neurones avec 2 couches cachées. Donc, si je veux, je peux en ajouter, je peux en enlever. Avec 8 neurones cachés, 8 neurones par couche.
Et je peux en enlever, je peux en ajouter comme je veux. Là, je vais faire cette configuration-là ici. Et là, ce que je veux faire, c'est essayer de résoudre ce problème-là ici, où chacun des points, c'est un de mes exemples dans mon ensemble d'entraînement, les données que je vais fournir à mon réseau de neurones pour qu'il s'entraîne. Donc, ce que je veux faire, c'est distinguer entre les points bleus et les points oranges. C'est un problème synthétique qu'on a créé à la main. Si vous voulez rendre ça un peu plus concret, vous pourriez imaginer qu'en fait, cet axe-là ici, qui est l'axe X1, ça serait l'appréciation d'une personne par rapport à, je ne sais pas moi, une chanson. Puis l'autre axe ici, ça serait l'axe X2, qui serait l'appréciation d'une personne d'une autre chanson. Et puis peut-être qu'on voudrait designer un système de recommandation, savoir ce que je devrais recommander, une troisième chanson. Et puis, ce qu'on a ici dans notre ensemble d'entraînement, c'est des gens qui, en fonction de leur appréciation de chacune des chansons, est-ce qu'ils ont aimé cette troisième chanson-là ou pas? Donc, ça serait un genre de système super simple de recommandation de chansons, par exemple. Okay? Donc, chacun des points, ça serait un utilisateur différent, finalement. Et la façon qu'on entraîne un réseau de neurones, c'est qu'on va passer à travers chacun de ces points-là. On va donner en entrée la valeur de X1 et de X2. Donc, pour ce point-là ici, la valeur de X1, c'est genre moins 4. Puis, donc, ce point-là, la valeur de X2, c'est genre moins 2. Okay? Donc, on met la valeur ici pour X1 et X2. Et là, à partir de ça, on va pouvoir calculer la valeur de chacun des neurones. Et les valeurs de ces neurones-là vont dépendre de la connexion entre ces neurones-là et les autres. Si la connexion est positive, une valeur élevée de, par exemple, X1 va impliquer une valeur élevée de ce neurone-là. On peut aller au-dessus de la connexion puis voir que le poids de la connexion est de 0,4. C'est positif, c'est pas très gros, mais bon. Et donc, ces connexions-là vont vraiment déterminer le comportement de chacun des neurones, exactement qu'est-ce qu'ils calculent. Je n'irai pas plus dans le détail, vous allez voir l'animation, ça va devenir un peu plus intuitif. Et l'idée, c'est qu'à la couche de sortie, donc ce neurone-là, à la toute fin, qui est connecté avec tous les neurones de la dernière couche ici, la combinaison avec ces connexions-là de tous ces neurones-là, ce qu'on veut, c'est que ça implique un neurone qui a une valeur élevée positive pour les points bleus, puis une valeur négative basse pour les points oranges. Donc souvent, on va dire que les points bleus ici, c'est des exemples positifs, puis les points oranges, les exemples négatifs. Donc bleu, ça voudrait dire, je pense qu'on devrait recommander cette chanson-là à cette personne. Orange, on ne devrait pas recommander, selon le réseau de neurones. OK? Donc, je vais commencer l'entraînement. Je pèse sur le gros bouton Play ici. Et là, ce qui se passe, c'est que le réseau de neurones passe à travers chacun des exemples et adapte ses connexions pour qu'à chaque fois, il soit un peu plus proche de la bonne réponse pour chacun des points. Et là, vous voyez ici, le neurone de sortie, bien, il adapte son comportement. Il a tendance à mettre plus d'orange autour des points oranges, puis plus de rouge autour des points bleus autour des points bleus. Donc, finalement, il y a une sortie élevée autour des points qui sont de la classe positive, puis une sortie basse autour des points qui sont de la classe négative. Donc, on voit ici la progression des erreurs qui sont faites. Là, jusqu'à maintenant, ce chiffre-là ici, c'est le nombre de fois que le réseau de neurones a passé à travers tous les exemples. Donc là, on est à 500 fois observer 500 fois chacun des points dans mon ensemble de données. Donc, on voit que tranquillement, pas vite, les connexions sont adaptées. On voit que donc, la taille, finalement, de la connexion ici, ça dit à quel point la connexion est forte. Donc, avant, on a une connexion de, je pense, 0,43. Et là, cette connexion-là, ici, avec ce neurone-là, est rendue à 4,3. Donc, le réseau de neurones a appris que c'était utile d'avoir un neurone ici qui avait une valeur élevée lorsque ce neurone-là ici a une valeur élevée. Et donc, bon, on pourrait continuer encore longtemps, mais j'ai pré-entraîné un réseau, comme dans les shows de cuisine. Donc, ici, vous voyez un réseau de neurones qui a été entraîné beaucoup plus longtemps, 990 itérations, et qui, pour l'ensemble des exemples qui ont été vus dans les données d'entraînement, a effectivement une sortie élevée pour les points bleus. Donc, on voit tous les endroits où le réseau de neurones a une sortie qui est élevée, c'est en bleu. Puis là où il y a des points oranges, bien, la sortie du réseau de neurones est basse, c'est négative. Donc, il semble avoir appris finalement l'information des données. Et ces informations-là sont essentiellement dans les connexions ici que vous voyez. Donc, je veux vous mentionner 4 aspects de ce que vous voyez ici qui vont être importants pour la suite pour expliquer comment on va s'intéresser à certaines considérations des points d'échec parfois des réseaux de neurones. Donc, la première chose, effectivement, à remarquer, c'est que si je veux faire une prédiction pour, mettons, un point qui serait ici, je n'ai plus besoin des données d'entraînement. Okay? Je n'ai plus besoin de savoir où sont ces points-là. J'ai juste besoin du réseau de neurones avec ses connexions.
Donc, d'une certaine façon, lorsque j'ai entraîné mon réseau de neurones, les données sont rendues compressées dans ces connexions-là, la valeur positive ou négative de chacune des connexions entre les neurones. Elles sont rendues là, mes données. Okay? Elles sont compressées dans ces connexions-là, la valeur des connexions. La deuxième chose que je veux faire marquer, c'est qu'en fait, comprendre exactement ce que chacun des neurones dans mes couches ici font, ce n'est pas exactement facile. Donc, pour la première couche, ce n'est pas si mal. Donc, en fait, ce qu'on peut faire dans cette application-ci, c'est mettre notre curseur autour d'un neurone. Et là, ce qu'on voit, c'est comment ce neurone-là change sa valeur en fonction de X1 et de X2, dans ma carte X1, X2 ici. Donc, par exemple, celui-là, bon, ben, clairement, il assigne une valeur négative pour tout ce qui est à droite de genre -2 à peu près. Okay? Donc ça, c'est correct, c'est pas trop difficile à comprendre. Par contre, lorsqu'on commence à regarder ces neurones-là ici, pourquoi exactement ce neurone-là a pris qu'il devait avoir un peu d'orange en bas, un peu à gauche, puis un peu en haut à droite, c'est pas très intuitif, c'est difficile à décrire en mots, en fait. C'est la deuxième chose que je voulais faire marquer. La troisième, c'est qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas est-ce que le réseau de neurones a la bonne prédiction autour des points qui sont dans mon ensemble d'entraînement, qui sont des points qui ont été vus par mon réseau de neurones. Ce qu'on veut, c'est savoir est-ce qu'il fait une bonne prédiction pour des nouveaux points. Okay? Donc, si je prends un réseau de neurones, je le déploie, puis que les gens commencent à l'utiliser, c'est ces nouveaux utilisateurs-là que je veux savoir est-ce qu'ils vont avoir une bonne prédiction, des bonnes recommandations, par exemple. Et ce qu'on observe, c'est aux endroits, par exemple, comme ici, où il y a très peu d'exemples proches, où je n'ai pas vu un utilisateur avec cette valeur de X1 et de X2, bien, la généralisation n'est pas nécessairement bonne. Donc, loin des exemples qui ont été vus par mon réseau de neurones, l'aptitude à faire une bonne prédiction est possiblement arbitraire, en fait, puis peut être mauvaise. Et ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose que je vais vous faire marquer, c'est qu'en fait, certains points, comme celui-là ici, sachant comment se comporte mon réseau de neurones, je peux le changer très peu de façon à passer d'une sortie de mon réseau de neurones qui dit c'est une recommandation positive à une région orange où mon réseau de neurones, à la place, il dirait non, tu ne devrais pas recommander cette chanson-là. Avec une modification très, très petite. Il est juste sur le bord de la frontière entre le bleu et l'orange ici. Okay? Donc, il existe des exemples où même des modifications très simples, mais volontaires et choisies de façon sophistiquée, je pourrais finalement duper le réseau de neurones d'une certaine façon. Okay? Donc, ces trois aspects-là sont un peu derrière ce à quoi on pense lorsqu'on veut s'intéresser à, par exemple, des considérations de vie privée. Il faut garder en tête que les données sont dans les poids du réseau de neurones, puis se poser la question, est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un pourrait décompresser ces données-là d'une certaine façon? Aussi, le fait que c'est difficile de comprendre ce que font les neurones cachés, bien, ça veut dire que c'est difficile pour un réseau de neurones de vraiment expliquer pourquoi il a fait une certaine classification. Pourquoi il a recommandé cette chanson-là à un utilisateur ou ne l'a pas recommandé. Il y a des défis là, à investiguer. Le fait que ça peut généraliser mal, loin des données, ça a des considérations en termes de l'équité à travers nos utilisateurs, par exemple. Si j'ai une certaine population pour laquelle je n'ai aucune donnée, ben, l'aptitude de mon système à bien faire des prédictions pour ces gens-là est potentiellement arbitraire. Okay? Et finalement, il y a même des exemples très proches de mes données d'entraînement que si je connais le comportement du réseau de neurones, je peux les changer très peu de façon à avoir une prédiction qui est très différente. Et ça peut avoir un impact au niveau de la robustesse de ces systèmes-là. Donc, pour la suite, pour la fin de la présentation, je veux vous donner un aperçu de la recherche qui se fait en fait autour de ces 4 aspects-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et il y en a encore beaucoup qui se fait. Donc, j'ai mentionné pour la vie privée le fait que les données sont compressées dans les poids. Ce qu'on aimerait, c'est s'assurer, en fait, c'est que personne puisse décompresser les données s'il a accès au poids de mon réseau de neurones, au réseau de neurones lui-même. Donc, d'une certaine façon, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si évident que ça à faire. Ce n'est pas trivial de prendre le réseau de neurones avec ses poids puis d'en extraire les données, en fait. Mais on aimerait bien avoir des garanties théoriques à quel point c'est effectivement le cas. La raison pour laquelle ça peut être possible, je vais aussi vous donner une intuition. Donc, c'est utile parfois de penser à un algorithme d'apprentissage comme les réseaux de neurones, comme en fait un étudiant qui fait des exercices pour se préparer à un examen. L'examen, c'est les exemples de tests, puis les exercices, c'est les données d'entraînement.
Maintenant, imaginez que vous êtes professeur, puis vous donnez un examen à vos étudiants, puis il y a un étudiant qui, normalement, n'est pas particulièrement bon, mais qui finit l'examen en la moitié du temps, avec beaucoup de confiance, puis a toutes les réponses de l'examen. Probablement qu'en tant que prof, vous dites, il a peut-être eu accès, d'une certaine façon, à mes questions d'examen. Okay? Et pour un réseau de neurones, la rapidité ou la confiance du réseau de neurones, c'est essentiellement à quel point la sortie elle est très positive ou négative dans mon exemple précédent. Donc ça veut dire que si je donne en entrée un exemple où la sortie, le réseau de neurones est très confiant, ça veut peut-être dire que ça ressemble à des données qu'il a déjà vues dans son ensemble d'entraînement. Donc c'est peut-être une façon d'extraire un peu d'informations sur sur quelles données a été entraîné ce réseau de neurones-là. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est une possibilité. Mais il existe des travaux pour avoir des garanties sur le fait que ce ne sera pas possible de faire ce genre de décompression-là. Bon, une première chose à faire qui marche quand même pas mal bien, c'est de dire, bien, je ne les donne pas les poids à personne. Okay? Donc, ta seule interaction avec les réseaux de neurones, tu n'auras pas accès au poids, puis tu n'auras même pas accès à la confiance du réseau de neurones. Tout ce que tu vas savoir, c'est ce qu'il dit recommander ou pas, par exemple. Mais je ne vais pas dire à quel point il était confiance en sa recommandation. Si on fait ça, c'est presque garanti que, à ma connaissance, qu'on ne pourra pas vraiment, en pratique, extraire les données d'entraînement. Mais si on va aller plus loin et vraiment démontrer des résultats mathématiquement, une approche qui a été proposée par des chercheurs, en fait, de Google Brain, c'est la suivante. Donc, en fait, ce qu'on va donner aux utilisateurs qui auraient le réseau de neurones, ce n'est pas le réseau de neurones entraîné sur des données qu'on veut garder privées, mais c'est un autre réseau de neurones étudiant qui va apprendre du réseau de neurones professeur. Et le réseau de neurones étudiant, en fait, il va apprendre sur des données qui, elles, sont publiques. Okay? Et donc, ça veut dire que ce réseau de neurones-là que les gens peuvent avoir accès, les données que ce réseau de neurones-là a vues sont publiques de toute façon, donc ce n'est pas grave si on est capable de les extraire. Donc, ces travaux-là ont été publiés dans la conférence iClear que j'ai mentionné, que Yoshua et Yann ont créé, en fait, l'année dernière. C'est un des travaux qui s'est mérité un prix. Donc, je n'irai pas dans tous les détails. Il y a un seul point sur lequel je vais insister. Donc, dans ce contexte-ci, ce que cette image-là essaie d'illustrer, c'est qu'on a des données sensibles, des données qu'on veut garder privées. Et on va avoir un modèle, un réseau de neurones professeur qu'on va entraîner. En fait, techniquement, dans ces travaux-là, ils en entraînent plusieurs qui combinent ensemble, mais ça, c'est des détails techniques que je vais éviter. Et on suppose, par contre, qu'on a des données qui sont publiques, mais potentiellement incomplètes. Par exemple, on a des données qui sont publiques d'utilisateurs, mais pour lesquelles on ne sait pas, en fait, s'ils aiment ou pas un produit. Okay? On ne sait pas si cette troisième chanson-là, s'ils l'ont aimé ou pas. On a juste l'information sur ces utilisateurs-là, puis peut-être que ces utilisateurs-là ont accepté que leur profil soit rendu public. Et donc, l'idée, ça va être de dire, je vais prendre mon réseau de neurones professeur entraîné sur mes données privées et je vais l'utiliser pour étiqueter automatiquement les données qui sont publiques. Et le réseau de neurones étudiant, lui, il va apprendre seulement sur ces données-là. Il va apprendre à imiter le professeur sur des données qui, elles, sont publiques. Et de façon technique, on peut démontrer que avec cette approche-là, on est capable d'avoir des garanties en termes de à quel point ces données-là sont gardées privées, puis ils ne peuvent pas être devinées. Je n'irai pas plus loin que ça, mais c'est en gros l'intuition derrière. Donc, ça, c'est des travaux récents qui, en fait, viennent de Google. Je vais passer à l'autre considération, qui est l'interprétabilité. Donc, étant donné que les neurones cachés sont difficiles à comprendre exactement ce qu'ils font, ça serait intéressant de savoir, OK, mais comment est-ce qu'alors je peux donner de l'information à l'utilisateur qui veut savoir, OK, pourquoi est-ce qu'il a déterminé que cet utilisateur-là devrait se faire recommander cette chanson-là? Ou, par exemple, si j'ai une classification d'images, pourquoi est-ce que ce réseau de neurones-là a déterminé que dans cette image-là, il y avait un tigre, par exemple? Et l'idée, c'est qu'on va essayer de réfléchir puis de donner de l'information, pas en se posant des questions sur le comportement des neurones cachés, mais en se posant des questions sur la partie visible, qui est l'entrée. Quelles sont les parties de l'entrée qui sont les plus importantes, qui influencent le plus le comportement de mon réseau de neurones? Donc, je donne un exemple ici. Dans cet exemple-ci, en fait, ce que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle parfois un sensitivity map ou un saliency map. Je ne sais pas c'est quoi la traduction officielle de ces termes-là, mais qui en gros détermine quels sont les endroits dans cette image-là qui contiennent le plus d'informations utilisées par le réseau de neurones pour déterminer que dans cette image-ci, il y a une antilope. Je pense que c'est une antilope. Et la façon qu'on fait ça, en fait,
c'est assez simple. On prend chacun des pixels et on ajoute, on regarde si je le change un peu, ce pixel-là, l'intensité, donc la couleur de ce pixel-là, qu'est-ce qui arrive à la confiance du réseau de neurones en sortie? Est-ce qu'elle change beaucoup ou est-ce qu'elle ne change pas du tout? Si elle ne change pas du tout, ça indique, ça suggère que potentiellement ce pixel-là n'a aucune information utilisée par le réseau de neurones pour produire la sortie qu'il produit pour cette image-là. Et là, on fait ça pour chacun des neurones, chacun des pixels ici. Et ce qu'on montre à droite ici, c'est plus c'est blanc, plus la confiance du réseau de neurones a changé en variant la valeur du pixel à cet endroit-là. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il semble que le réseau de neurones a surtout utilisé l'information qui était ici pour déterminer qu'il y avait une antilope. Ça semble confirmer qu'il a utilisé l'information qui, effectivement, devrait nous mener à penser qu'il y a une antilope ici. Donc, ça explique en partie sa décision. Ça, en fait, cette approche-là, elle est due pas à l'article qu'il y a ici, juste en bas, qui est un article aussi qui vient des gens de Google Brain qui, eux, sont basés à Cambridge. Mais eux, ils ont développé une technique qui permet d'améliorer, donc d'enlever un peu le bruit qu'on voit ici, où c'est de l'information plus ou moins raffinée. Donc, de raffiner ces cartes-là ici pour avoir une version encore plus fine qui donne l'information un peu plus précise sur l'information utilisée. Et c'est pas super important de savoir comment le raffinement a lieu, mais en gros, ce processus-là de prendre chacun des pixels, de le varier un peu, puis de voir si la confiance du réseau de neurones change, eh bien, on va le faire sur plusieurs versions de la même image où on va ajouter un petit peu de bruit à chaque fois, un bruit différent sur les pixels. Donc, plusieurs versions très similaires de l'image. On va calculer une carte comme ça, puis après ça, on va faire la moyenne de toutes les cartes. Il se trouve que ça clarifie beaucoup notre compréhension de pourquoi est-ce que le réseau de neurones détermine que ça, par exemple, ici, c'est un requin. Bien, il semble avoir détecté les contours du requin, et ainsi de suite. Donc, ça semble être une explication plausible. Le troisième point dont je voulais parler, c'est celui de l'équité. Donc, comment on s'assure que notre réseau de neurones fonctionne de la même façon, avec le même niveau de précision pour, par exemple, tous nos utilisateurs? Comment s'assurer donc qu'il n'est pas influencé par des biais qui existeraient dans nos données? Parce que c'est de là que va extraire le réseau de neurones certains de ces biais, s'il y en a. Il y a deux approches possibles dont je vais parler. Le premier, en fait, c'est d'avoir des outils de visualisation qui permettent de voir ces données-là directement dans les données avant même de commencer son travail d'entraîner un système puis de développer une intelligence artificielle. Et là, à ce moment-là, en voyant ces biais-là dans nos données, bien, on peut adapter notre collection de données pour avoir un jeu de données qui n'a pas de biais dedans, donc qui ne devrait pas influencer notre modèle. Mais si on est dans un contexte où on ne peut pas vraiment collecter plus de données, il existe d'autres approches pour essayer d'encourager le réseau de neurones à ne pas utiliser de l'information sensible qui pourrait biaiser ses prédictions. Donc, la première approche dont j'ai parlé, qui est une approche basée sur la visualisation des données, je vous encourage, si ça vous intéresse, d'aller voir sur le site web de l'initiative de Google, qui est le People plus AI Research Initiative. Ils ont un site web où ils ont plusieurs outils gratuits en source libre que vous pouvez utiliser, incluant celui-là que je montre ici, qui s'appelle Facets Dive. Dans Facets Dive, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut visualiser l'ensemble de nos données d'entraînement en fonction de différentes informations plutôt sensibles par rapport à nos différentes populations d'utilisateurs, par exemple, si nos données caractérisent les utilisateurs. Donc, de pouvoir les classer en fonction de ces informations-là et pouvoir observer est-ce qu'il existe un biais dans mes données. Donc, dans cet exemple-ci, j'ai utilisé l'outil pour identifier toutes mes données qui sont de femmes ou d'hommes et catégoriser aussi en fonction de leur origine ethnique. Et ce que vous voyez en rouge et en bleu, c'est un peu comme le orange et le bleu que vous voyez précédemment. C'est une information sur la cible à prédire pour ce jeu de données-là. C'est pas important, c'est des données publiques qui n'ont rien à voir avec Google. En fait, j'ai utilisé ça juste pour illustrer mon point. Bien, entre autres, ce qu'on voit ici, c'est qu'il semble avoir beaucoup plus d'exemples rouges proportionnellement parmi les hommes blancs que dans d'autres catégories. Et si on pense que c'est un biais qu'on ne veut pas voir, qu'a priori, on veut penser que pour chacune de ces populations-là, il devrait y avoir à peu près autant de rouge que de bleu, de classe rouge versus de classe bleue dans notre problème de classification. Mais ça indiquerait que je devrais peut-être aller collecter plus de rouge dans ces différentes catégories de population-là. Donc ça, c'est une approche. Mais si pour une raison ou une autre, on ne peut pas collecter des données, de la même façon que quand on entraîne les réseaux de neurones vont adapter leur connexion de façon à ce qu'à partir de l'entrée, ils prédisent la bonne sortie. C'est possible de faire un peu l'inverse, c'est-à-dire de dire, bien,
si je lui demandais de prédire une information sensible, par exemple, est-ce que c'était un homme ou une femme, ou peut-être l'âge de l'utilisateur, c'est aussi possible d'entraîner un réseau de neurones pour qu'il ne soit pas bon à faire ça. C'est-à-dire qu'il, finalement, ne capture pas cette information-là dans ses neurones cachés. J'ai développé une méthode pour faire quelque chose comme ça dans le passé avec des gens de l'Université Laval, avec François Laviolette, qui est juste là. On ne l'a pas appliqué dans le contexte des données de l'équité. On l'a appliqué à un autre problème, mais avec la recherche fondamentale, c'est des choses qui arrivent souvent, où des idées fondamentales comme ça ont plusieurs applications, puis il y en a une, entre autres, dans le contexte de l'équité. Puis d'autres gens ont en fait utilisé cette idée-là dans ce contexte-là. Puis il y a eu d'autres travaux aussi, entre autres à l'Université de Toronto, Rich Zemmour, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, avec des idées relativement similaires. Mais en gros, il existe des techniques qui permettent à encourager un réseau de neurones de ne pas extraire certaines informations, comme de l'information sensible qui, on pense, pourrait biaiser les résultats. Et puis, finalement, la robustesse. Donc, j'ai mentionné que c'est possible, pour certains exemples, de les changer très peu, de façon à ce que la sortie de mon réseau de neurones, la prédiction de mon système d'intelligence artificielle, change drastiquement. Donc, il n'est pas vraiment robuste. Mais comment s'assurer que ce n'est pas possible de faire ça dans un contexte peut-être où duper mon réseau de neurones, ça pourra avoir des implications importantes? En gros, l'idée, c'est simplement de dire, je vais ajouter à mon ensemble d'entraînement, mes données, ces exemples-là qui dupent d'autres réseaux de neurones. Puis je vais vous montrer comment faire. Mais avant, je vais vous illustrer à quel point ce problème-là peut être assez surprenant. Donc, on a un exemple ici de l'image d'un chien. Et pour un système état de l'art en classification d'images, en faisant très peu de changements à chacun des pixels pour donner l'image qu'il y a ici, qui probablement, si vous êtes comme moi, vous ne voyez absolument pas la différence. Il se trouve que cette image-là, le même réseau de neurones ne dit plus que c'est un chien qui est dans l'image. Il dit que c'est une autre classe, je ne me rappelle plus laquelle, mais je pense que ce n'est même pas une autre sorte de chien. C'est carrément une autre catégorie. Vous avez ici la différence entre les pixels ici et les pixels là. Et la différence, elle est vraiment petite, tellement qu'on ne peut même pas l'apercevoir. OK? Et on peut voir ça un peu comme une illusion d'optique pour finalement les réseaux de neurones, ce qui n'est pas surprenant. Nous-mêmes, on est potentiellement sensibles à des illusions d'optique. Ou par exemple, ici, vous pourriez croire que c'est un chihuahua, mais en fait, c'est un muffin. Et il y a d'autres exemples intéressants sur le web, si ça vous intéresse. Donc, on a des systèmes de perception, même artificielle, qui a une forme qui soit susceptible à certaines formes d'illusions d'optique. Ce n'est pas nécessairement surprenant. Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas les mêmes que les notes. Et donc, une façon de s'attaquer à ce problème-là, c'est de dire, comme je l'ai expliqué précédemment, je vais prendre mes données pour entraîner mon système de classification d'images, et puis je vais entraîner plusieurs réseaux de neurones différents de la façon normale. Donc, ces réseaux de neurones-là, ils sont susceptibles à des exemples qui pourraient duper chacun de ces réseaux de neurones-là. Et c'est comme ça que je vais générer de nouvelles images et je vais les ajouter à mes données pour entraîner un réseau de neurones qui, lui, va être robuste. Parce que lui va être entraîné explicitement à donner la bonne réponse, non seulement pour mes données originales, mais des données qui dupent des réseaux de neurones de façon générale. Et ce réseau de neurones-là a tendance à être beaucoup plus robuste à ce genre d'exemples-là, qu'on appelle en anglais des adversarial examples. Donc ça, c'est encore une fois des travaux de Google Brain que vous voyez ici. Puis actuellement, des gens de Google organisent une compétition où les gens doivent compétitionner dans des techniques qui génèrent ces exemples qui dupent des réseaux de neurones-là et qui génèrent aussi des méthodes, et qui peuvent proposer aussi des méthodes pour être robustes à ces techniques-là, pour justement faire progresser la recherche vers des méthodes qui sont de plus en plus robustes. Donc, c'est tout pour moi. Donc, si je reviens à mon point de départ, je voulais mentionner le fait que parce que l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisable par de plus en plus de gens, c'est important d'être au moins au courant de ces modes de défaillance potentiels-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de recherches, puis actuellement, tous ces thèmes-là, c'est des thèmes très populaires en recherche, en apprentissage automatique, en intelligence artificielle. Donc, il va y en avoir d'autres avancées, je pense. Mais on est déjà très bien lancé dans cette direction-là. Je veux mentionner que ces préoccupations-là, elles ne sont pas toujours présentes. En fait, souvent, dans les applications actuelles, elles ne le sont pas nécessairement dans l'intelligence artificielle que vous utilisez à tous les jours. Mais c'est important de les avoir en tête pour savoir est-ce que c'est une considération que je devrais avoir en tête lorsque je développe une nouvelle application. Donc, le principe directeur, c'est celui de Google. Je pense que c'est celui pour n'importe quelle compagnie qui a des utilisateurs. C'est de garder l'utilisateur en tête, puis de garder en tête qu'est-ce qui pourrait être une situation vraiment pas désirable pour nos utilisateurs.
Et en faisant ça, je pense qu'on va pouvoir continuer à utiliser l'intelligence artificielle de façon responsable. Donc voilà, je vous remercie. Hein? OK. Je vais en prendre quelques-uns. Bon, peut-être que je te regarde. Alors, merci beaucoup. J'avoue que on parle d'intelligence artificielle et d'intelligence naturelle, mais on parle d'un bon conférencier quand un auditoire non expert se sent intelligent à comprendre les concepts qui sont présentés. Merci mille fois. Donc, on va avoir le temps pour prendre des questions. Donc, quand vous présentez au micro, s'il vous plaît, vous identifiez. Alors, je vais pouvoir identifier la première personne qui pose des questions, Randy Goebel de l'Université d'Alberta. Donc, Randy. Merci, Maria-José. Bonjour. I'm Randy Gable from the Alberta Machine Intelligence Institute, and I have a very simple question. Most of us who know cats and saw the picture you put up of a cat, which you labeled sitting on a shelf, was not sitting on a shelf. In fact, it was laying on a shelf. How many more PhDs do I need to be able to tell your system that the cat is not sitting on the shelf, but laying on the shelf? So I think, and je réponds en français ou en anglais? En anglais? Ah, OK. En anglais, ouais. Je peux le faire. Okay. So this is an example we cooked up, and so that's kind of us messing up. It's not really the AI. Yeah. So a lot of it will just be due to collecting more data that will reflect that subtlety. And that's kind of the approach right now. If you really want your system to behave well in things that are more like corner cases, you need data that reflects these corner cases. But one of the first papers written about artificial intelligence is about machines which could do classification, but could take advice about what was going wrong. Right? So I think that's a grand challenge now is the unexplainable parts of AI. So your talk was great, but I don't think anybody in the room here would think it was intelligent to have to be able to do all of those things that are not yet doable. Like what things? That cat was not sitting on a shelf. Just to utter that phrase, we know how to understand the language. We know how to represent the difference. But to say we have to go out and gather 17 million more images to distinguish between sitting and laying on the shelf is a big challenge. So it's not a criticism of you. No, it's I a get criticism of something to be dealt with. Yeah. So, and this is also why I mentioned that there's this big gap between how quickly we understand things and how quickly AIs will. So that's Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment intéressant. Merci. Vincent Héritier, je suis analyste d'affaires. Dans le processus d'entraînement d'un réseau de neurones, il y a beaucoup d'hyperparamètres, c'est quelque chose qui est très empirique sur le nombre de couches cachées, le nombre de réseaux le nombre de neurones par couche, etc., le taux d'apprentissage qu'on peut utiliser. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des initiatives pour utiliser des IA pour aider le processus d'apprentissage d'autres IA? Oui, bonne question. Donc, en fait, mon passage dans l'industrie a passé par créer une compagnie qui faisait exactement ça. Qu'on appelle l'optimisation d'hyperparamètres, et qui est basée sur des méthodes d'apprentissage automatique, incluant parfois de l'apprentissage profond pour automatiser ce processus-là. Entre autres, dans Google Cloud, il y a aussi un système qu'on appelle Hypertune, qui est le système interne de Google, en fait, pour automatiser une partie de ce travail-là, de cette expertise-là. Donc, on n'est pas des cordonniers mal chaussés, on applique l'intelligence artificielle pour automatiser notre boulot aussi. Du moins, la partie, en fait, qui est laborieuse, qui est répétitive, qui est pour finalement libérer nos intérêts créatifs à pousser plutôt la science plutôt que les aspects répétitifs de notre tâche. Donc, absolument, ça existe. Oui. Merci. Donc, le numéro 4. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Jocelyn McClure de la Faculté de philosophie de l'Université Laval et de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie.
J'étais très heureux de constater que vous et la communauté de chercheurs, donc, que vous intéressiez aux questions que vous avez énumérées à la fin. Une question sur l'enjeu de l'opacité, transparence des résultats et des décisions, en particulier sur le plan des neurones cachés. Ouais. Donc, lorsqu'il s'agit de faire des recommandations, par exemple, musicales, bon, j'ai pas un droit fondamental à ce que l'algorithme me propose une chanson que je vais aimer ensuite, ce serait bien, mais bon, c'est pas grave si l'algorithme se trompe. Mais bon, s'il est question, par exemple, une mauvaise décision prise par un véhicule autonome, ou d'un mauvais diagnostic ou d'une mauvaise proposition de traitement en médecine, ou peut-être un assistant vocal qui me donne une mauvaise information qui mène à un résultat très malheureux. Donc, dans ces cas-là, d'abord, est-ce que ce sont c'est parce que moi, j'essaie de comprendre quels sont les risques éthiques, là. Est-ce que ce sont de bons exemples de défaillances qui pourraient mener à des résultats très malheureux, à la violation de droits, ainsi de suite? Si ce sont de bons exemples, est-ce qu'avec les moyens que vous avez mentionnés, on peut, parce que l'idée, c'est de rendre le processus plus transparent, de faire en sorte qu'on puisse rendre des comptes, puis attribuer la responsabilité aussi s'il y a défaillance. Donc, est-ce qu'avec les solutions que vous envisagez, là, on pourrait s'acquitter de cette obligation de rendre des comptes, puis d'avoir une capacité d'attribuer une responsabilité pour une défaillance qui mène à des résultats malheureux de ce genre-là? Je pense une des raisons pour laquelle, en fait, on utilise ce type de méthode-là, c'est pour, entre autres, nous mettre en lumière qu'est-ce qui n'a pas fonctionné correctement pour continuer à pousser cette technologie-là. Donc, nous-mêmes, d'une certaine façon, on l'utilise comme ça, comme indicateur de comment améliorer les méthodes actuelles. Maintenant, à quel point on va pouvoir pousser ça, je pense que la recherche va le démontrer. Ce que je vous ai montré, c'est peut-être l'exemple le plus commun d'utilisation d'interprétabilité derrière les systèmes d'intelligence artificielle. Il y a d'autres méthodes qui sont plus facilement interprétables que d'autres. Donc, la question à quel point on peut atteindre une interprétabilité qui atteint un certain niveau, puis encore mesurer le niveau d'interprétabilité, c'est juste ça, je pense, c'est un peu difficile à cerner. Ça va varier d'une méthode à l'autre. Donc, peut-être que pour certaines tâches où la notion d'avoir une interprétation, une justification de la prédiction est particulièrement importante, ça se peut que ce ne soit pas l'apprentissage profond en ce moment-là qui soit utilisé. Peut-être. Mais peut-être que la recherche va progresser suffisamment pour qu'en fait, on soit assez en confiance. Puis je pense qu'une des questions qu'on doit se poser, c'est quelle est notre aptitude à nous à expliquer notre comportement, parce que probablement qu'il n'est aussi pas parfait, en fait. Et à ce moment-là, puis je pense que c'est même démontré dans certaines expériences en psychologie cognitive, par exemple. Puis là, à ce moment-là, est-ce que c'est ce standard-là qu'on va atteindre ou c'est un standard plus élevé pour l'intelligence artificielle? Je n'apporte pas de réponse là-dessus. Je pense que c'est un peu à tout le monde ici de se poser la question. Puis c'est peut-être la réponse à cette question-là va peut-être aussi progresser avec le temps, en fait, en fonction de à quel point on apprivoise ces technologies-là, puis à quel point on développe un lien de confiance dans leur utilisation. Je suppose que la première semaine que les gens ont utilisé une voiture, quand la voiture a été créée, il y en avait peut-être qui avaient peur de la voiture puis qui ne faisaient pas entièrement confiance. Je pense qu'on a développé un certain confort et une certaine confiance en cette technologie-là par son utilisation à travers les années. Donc, je pense qu'on progresse dans les solutions. Il y a des méthodes qui ont des meilleures solutions en termes d'interprétabilité, mais qui ne sont peut-être pas les meilleures méthodes pour faire de la vision par ordinateur. Puis là, c'est de voir où est notre zone de confort à nous par rapport à le genre d'interprétabilité qu'on va atteindre. Là. Merci beaucoup. Donc, on va prendre le micro 1. Bonjour, mon nom est Khaled Moumen, je suis conseiller TI à la Ville de Montréal. Est-ce que vous avez bien mentionné qu'on a besoin d'entraîner un réseau de neurones pour qu'ils puissent solutionner des problématiques quelconques? Est-ce qu'à votre connaissance, il y a de l'information, des publications sur des réseaux de neurones déjà entraînés, donc avec des poids déjà prédéfinis, sur des situations qui sont classiques, reconnaissance de caractère, reconnaissance d'image, etc. Et donc, les gens n'ont pas à réentraîner des neurones à eux. Puis, l'autre partie de ma question, est-ce qu'à votre connaissance, il y a des champs de recherche qui permettent d'avoir des réseaux de neurones robustes, avec peu d'informations, peu de données? Merci. Donc, pour la première question, si c'est possible
d'avoir des réseaux de neurones déjà entraînés. Ça, oui, Google Cloud a des API où c'est possible d'utiliser je pense qu'il y a la reconnaissance de caractères, certainement la reconnaissance d'objets, traduction automatique, reconnaissance vocale, sans que vous ayez à entraîner quoi que ce soit, là. Donc ça, c'est absolument possible. Pour ce qui est de la robustesse dans un contexte où il y a très peu d'exemples, en fait, actuellement, on n'est même pas super bon à généraliser avec peu d'exemples. Donc, avant même de se poser la question de la robustesse, je pense qu'on veut commencer à voir est-ce qu'on est même capable, en fait, d'avoir des systèmes qui approchent nos aptitudes à nous à apprendre rapidement. Donc, je pense que les problématiques qu'on voit dans le contexte de robustesse avec beaucoup de données sont presque certainement aussi dans le contexte avec peu de données. Mais avec peu de données, le défi actuellement, c'est d'avoir ces systèmes-là qui ont une performance qui se rapproche plus de nos aptitudes à nous. Hi, my name is Inbal Itzhak, and I'm from the Center for Research on Brain, Language, and Music here in Montreal. I have maybe a bit of a naive question, but I'm curious to understand how does the development of these machine learning can be informed by cognitive science and the people who've been studying how the human brain does these tasks for many, many years. Is it informed? Can it be more informed by the science that cognitive scientists have accumulated? Yeah, that's a great question. So I do think it can be informed. I think largely a lot of, say, Geoffrey Hinton's inspiration often comes from either neuroscience and sometimes CogSci. He has a really good talent at taking some of these ideas and then torturing them enough that they fit into a computer. You know, that's kind of how I think about his thought process sometimes. So I do think they can be inspiring for new methods. I think the context of generalizing from small amounts of data is one where I could see a lot of potential. In fact, so Josh Tenenbaum, who's at MIT, who also is very active in that community, the CogSci community, actually takes these ideas, I think, frequently to influence also his contributions to machine learning. So absolutely, yeah. My name is Joanna Bryson. I was one of the speakers yesterday. I was really interested in what you were saying about the weights of the networks being a compressed version of the data, and that data is no longer essential. I believe, this is not quite as a naive a question, I believe that won't be true if something really changes of the representation. So if society moves on and there's a different interest in music, or more importantly, something like recidivism or medical progress. So what is the real policy proposal? In the slide you said that we can release this to the general public. Then Google would maintain all the old data and so it could update and retrain the networks? Or is it that you would just, is there a way to augment, am I wrong, that you could take the old network and add the new data? Mm-hmm. So yeah, it's a great question. So the main point I wanted to make is just to be aware of that as someone who's using neural nets, that the data isn't actually entirely gone, potentially. It's in the weights in some very complicated way and non-trivial way. There are applications of where you would have essentially learning running on, say, your own device in a very private way, such that essentially, this is somewhat, I think, related to this setting where you would provide some of your own data, but you would provide it in a private way, and it would be your data. It would stay your data, and the way that, say, Google or any service would use it would maintain its privacy. It's called federated learning. I don't know a ton about it, but I know that there's research on using those ideas and pushing them forward. Merci. Beat Richer, moi je suis communicateur et éducateur en éducation média. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation, très appréciée. Je suis aussi fier papa. Alors ma question à vos 4 filles est la relation avec l'observation que vous faites d'apprentissage mécanique. Est-ce qu'il y a eu des trucs concrets que vous avez partagés avec vos filles qui aident à eux autres, à vos filles d'apprendre à l'école? Alors, une espèce de feedback mécanique sur l'humain. Je pense qu'elles ne sont pas encore prêtes à absorber les notions d'apprentissage profond. Mais je pense, par contre, qu'elles sont prêtes pour apprendre à programmer.
Moi, je suis vraiment fier qu'à Google, on ait décidé... En fait, ma question, c'est plus apprendre à apprendre. Ah. Est-ce que nous, on peut mieux sur utiliser- leur apprentissage de Oui. la vie de tous les jours. Oui. C'est une bonne question parce que plusieurs de ces idées-là sont, en tout cas du moins les miennes, ont été dérivées plus d'un point de vue mathématique, puis peut-être moins un peu en me posant des questions de sciences cognitives, par exemple. Ça se traduit un peu moins bien, mais là, je pense que des concepts de sciences cognitives sont peut-être un peu plus appropriés. Peuvent avoir de l'impact, je pense, non seulement dans comment est-ce que, de façon générale, on enseigne à apprendre, mais aussi de comment on enseigne les machines. On augmente nos machines des aptitudes à apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà. Merci. Alors, écoutez, merci beaucoup. On n'aura plus le temps, malheureusement, pour les autres questions. J'en suis désolée parce que moi, j'en ai plein, mais Hugo Larochelle s'en va pas tout de suite. On le garde un petit peu avec nous et on vous encourage pendant la pause à poser vos questions, à continuer les échanges. La pause est à la salle 520 CF. On revient par la suite pour les ateliers dans les petites salles et cet après-midi ici pour la suite des choses. Alors, merci beaucoup et continuez les échanges.